Bien, merci de vous être installé. Je vais venir vous rejoindre parce que je suis un petit peu loin. Donc je fais les présentations et puis je vais bien vous rejoindre. Donc vous avez de gauche à droite, vous avez donc Mathilde Burgeot qui est chargée de marketing produit chez Fidelfio. Vous avez Mouna Aoun qui est secrétaire générale de KissKissBankBank & Co. Et vous avez Céline Cesaré qui est directrice marketing omnicanal France et Europe de Forest Style et Soulé. J'ai tout noté, tu vois. Voilà. Donc l'idée c'est de voir un petit peu là, comment tout ce qu'on a vu ce matin, ça s'applique dans la réalité de l'entreprise, avec toutes les difficultés, on en a parlé ce matin aussi de l'entreprise. Je vous rejoins tout de suite. Et je vais peut-être vous laisser vous présenter à tour de rôle. Peut-être Mouna nous expliquer qui tu es, ce que tu as fait, et puis aussi expliquer ce que fait KissKissBankBank, parce que je pense que c'est beaucoup plus gros que ce dont on a la connaissance. Merci. Bonjour à tous. On est ravis d'être là. Merci d'être encore présent pour cette période de déjeuner. Donc, KissKissBankBank & Co, c'est le pôle de Crowd for Good de la Banque Postale qui s'est donné comme ambition à horizon 2025 d'être la banque préférée des Français. Et on y contribue au travers des solutions de KissKissBankBank & Co, à savoir le crowdfunding, le crowdlending dans des énergies renouvelables. On offre à des épargnants la possibilité d'investir dans des projets d'énergie renouvelable au travers de la marque Lendopolis. On a aussi une troisième entité qui est Goodid, qui propose aux marques de faire de la publicité solidaire en reversant une partie de son budget publicitaire au profit d'associations en lien avec les engagements des marques. Une quatrième entité qui est Microdon, qui a inventé l'arrondi en caisse, l'arrondi sur salaire. Et là, une fois encore, c'est d'accompagner des associations par les citoyens dans les réseaux retail ou les citoyens en tant que salariés avec l'arrondi sur salaire. Et puis une dernière entité qui nous a rejoint, qui s'appelle YouMatter, et je vais y donner le sens tout à l'heure, et qui est en fait une plateforme qui propose des contenus pour décrypter l'actualité autour des engagements sociaux, sociétaux et environnementaux, et qui fait des formations autour de ces thématiques. Voilà, KissKissBankBank & Co, c'est 5 entités, et notre mojo, c'est d'en fait créer des écosystèmes et engager le citoyen à passer à l'acte de la transition écologique et économique. Un beau programme, merci Mouna. Céline, peut-être, tu nous expliques un petit peu, tu nous parles de Forest Style, qui est une entreprise qui n'est pas très loin d'ici, à Vambrechy, c'est ça? Tout à fait. Donc bonjour, Céline Cesaré. Donc je représente 2 marques effectivement que sont Forest Style et Soulé. Alors Forest Style, c'est un concepteur et un fabricant de produits pour l'aménagement d'extérieur. En gros, tout le mobilier de jardin, vos tables de pique-nique, vos bacs à fleurs, carrés potagers et autres. Et une autre marque qui s'appelle Soulé, qui, elle, est concepteur et fabricant de tout ce qui est jeux de plein air pour enfants, donc les balançoires, les cabanes, etc. Et nous, notre leitmotiv, c'est de faire profiter à tous de la vie au jardin. Merci Céline. On va passer la parole à Mathilde Burgeot. Bonjour à tous. Moi, je suis chargée de marketing produit chez Fidelfio. Fidelfio, c'est une entreprise qui distribue des emballages, dont des emballages plastiques. Donc, pour nous, aujourd'hui, avoir une démarche plus responsable, même si on tend à être parfait, mais on ne l'est pas, loin de là. On y va en toute humilité et c'est un vrai défi pour nous. Pardon, merci, excusez-moi, j'ai changé de place en attendant. Merci pour cette présentation rapide de vos entreprises. En fait, j'ai l'impression que ce n'est pas des entreprises qui nativement sont responsables, c'est des entreprises qui ont à un moment donné pris la décision de s'embarquer vers une trajectoire un petit peu, de changer de trajectoire finalement. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment ça s'est passé, même si ça ne s'est pas forcément passé au moment où vous étiez dans l'entreprise? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour prendre une trajectoire un petit peu différente au niveau de l'entreprise? Qui veut commencer? Je ne sais pas. Mathilde? Je peux commencer. Sur le marché de l'emballage, la démarche éco-responsable est plutôt récente. Quand je suis arrivée dans l'entreprise il y a 7 ans, j'ai fait une analyse SWOT et j'ai vu la mer de plastique dans l'océan Pacifique et je me suis dit que là il y avait un vrai défi et qu'on allait être confronté très très prochainement à une vraie transformation du marché de l'emballage, même si je ne savais pas du tout où est-ce qu'on allait exactement, quelles étaient les solutions possibles.
je me suis dit que c'était vraiment quelque chose à prendre à bras le corps. Avec d'autres équipes du pôle produit, notamment dont je fais partie, on s'est saisi de cette problématique pour essayer de trouver des solutions. Jusqu'alors, on n'avait pas forcément une grande résonance auprès de la direction de l'entreprise parce que c'était des thématiques qui étaient nouvelles. Sur le marché de l'emballage, on en parlait très peu. Et au fil des années, et puis aussi au fil du changement des besoins des consommateurs, parce qu'en B2B, les entreprises, puisque nous travaillons en B2B, sont de plus en plus demandeuses de solutions plus responsables. Et l'emballage, aujourd'hui, c'est un petit peu une des bêtes noires de la mise sur le marché d'un produit. Donc, on devait s'y atteler et de trouver des solutions. Ce qui a permis d'avoir plus de résonance et un petit peu plus de poids dans l'entreprise, c'est aussi un nouveau directeur général qui est arrivé et qui a pris vraiment à bras le corps cette thématique-là et qui nous a permis de nous engager plus durablement vers cette transformation de l'offre. Il a compris que c'était un moyen de se différencier quelque part et de donner une différenciation par rapport au marché. Voilà, effectivement, c'est une vraie volonté de se différencier de la concurrence. Ça traduisait aussi un positionnement de Fidel Fio tourné vers la RSE depuis de très nombreuses années et qu'on n'avait pas encore transformé par rapport à l'offre produit. Donc voilà, c'est l'alignement en fait de la stratégie d'entreprise RSE avec l'offre produit qui est rendu possible aussi parce que les industriels qui produisent les emballages ont commencé à travailler sur des nouvelles matières et sur l'éco-conception, etc. Parce que nous ne sommes pas fabricants. Donc aussi, on travaille avec ces fabricants-là et sans eux, on ne peut pas avancer. Très bien, c'est clair. Mouna, Céline, qui veut commencer? Mouna? Nous, KissKissBankBank & Co, c'est des entités qui sont nées post-crise 2008. C'est des entreprises, au total, on est 120 collaborateurs. Et c'est des entreprises qui sont du coup à taille encore humaine. Et surtout, pour le coup, elles ont été créées responsive by design, puisqu'en fait, l'idée au cœur, c'est l'impact en fait. Comment maximiser l'impact, comment engager, comment créer des écosystèmes. Et en fait, KissKissBankBank s'est agrandi pour devenir KissKissBankBank & Co, justement pour multiplier les solutions et être en mesure d'avoir tous les leviers pour maximiser l'impact. Mais l'effet crise a été très important puisqu'il y avait justement à se dire on reprend le pouvoir, on désintermédie, on remet un lien entre le consommateur et des porteurs de projets, des associations. Et surtout, la notion d'impact, on ne l'a pas beaucoup dit ce matin, mais dans le responsable, le sujet de l'impact est clé puisque c'est ça qui fera effet levier pour les consommateurs pour que justement ils s'engagent. Merci Mouna. Forestil, Soulet. Alors nous, c'est de par notre ADN premier d'être fabricant sur une matière qui est le bois. Donc forcément, la durabilité, la pérennité et notre engagement en tant qu'acteur responsable, c'était quelque chose de naturel et qu'il a fallu accélérer. Ça s'est accéléré effectivement ces dernières années avec toute la modification du processus de cycle de vie du produit dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réfléchit justement durabilité, éco-conception, éco-packaging sur tous les maillons de la chaîne. Là où avant, on aurait plus eu cette étape finale qu'est le marketing, maintenant, on a un raisonnement complètement différent pour répondre à la fois aux attentes des consommateurs et remettre l'utilisateur au cœur de notre pensée. Vraiment, le user-centric, c'est devenu quelque chose de prépondérant et on est obligé d'aller vers ça. Alors après, il faut bien évidemment s'inscrire dans la durée sur tous ces sujets, mais on va y arriver. D'accord. C'est intéressant, je vais passer cette question-là tout de suite. Tu parles du consommateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des consommateurs, ou des clients en B2B, qui vous poussent à aller dans ce sens-là vraiment. C'est quelque chose que vous sentez, que vous mesurez? Alors, pour nous, donc fabricants bois, c'est sûr qu'on a beaucoup de remontées, de baromètres de consommateurs qui veulent ça, qui veulent des produits de plus en plus propres, qui veulent travailler avec des essences différentes, qui ne sont pas forcément, qui sont naturellement résistantes, etc. Donc notre mission aussi, pour nous, c'est de chercher un petit peu toutes ces nouvelles matières, ces nouvelles essences pour arriver à procurer ce bénéfice consommateur.
On les écoute aussi beaucoup par le changement de vie, le changement de cadre de l'habitat. En 20 ans, l'habitat a énormément changé, que ce soit en matière de design ou simplement en matière de... vous vivez en appartement, en villa, enfin bref, l'habitat a changé et on doit le prendre en considération dans la conception produit, simplement. On ne produit plus les mêmes produits qu'il y a 20 ans, on les produit différemment, on les décline différemment et ça, effectivement, c'est que via les remontées consommateurs. D'accord. On va revenir sur les consommateurs après. Je vais vous demander à chacune si vous pouviez donner un exemple concret de projet mené dans l'entreprise, qui soit un projet, alors pas forcément que marketing responsable, parce qu'on l'a vu dans les interventions précédentes, c'est pas uniquement le marketing, ça emmène toute l'entreprise, mais des projets de production, de conception ou autres, qui soient des projets responsables en fait, et pour lesquels le marketing a un rôle à jouer. Mathilde, si tu veux commencer. Oui, alors nous, on a décidé, parce que nous sommes distributeurs d'emballages, il y a des emballages qu'on vend et qu'on stocke, il y a des emballages qu'on ne stocke pas. Bien sûr, pour les emballages non stockés, ça demande des minimums de commandes importants et des délais. Et donc, en fait, au début, comme on n'était pas engagé à 200% dans la démarche, on y allait, mais petit à petit. Et en fait, c'était un vrai frein pour les clients de s'engager sur des gros minimums de commandes avec des délais importants et souvent avec un prix qui était un petit peu en décalage sur les emballages fabriqués à partir de plastique recyclé par rapport à du standard. Donc l'engagement de la société, ça a été de passer en fait tous les emballages, enfin une grosse partie de notre gamme de PET, de flacons et de pots PET standard sur du plastique. Donc on a en fait le plastique recyclé. On a sorti de notre gamme le plastique vierge, le PET vierge sur ces quelques gammes-là, et on l'a remplacé par du PET recyclé avec donc voilà, une vraie prise de risque de notre part, hein, parce que du coup les clients qui nous commandaient du vierge sont passés sur du recyclé, on leur a pas trop demandé leur avis, hein, D'accord, d'une part. Nous, on savait pas trop où on allait parce qu'on risquait potentiellement de perdre des clients. Et troisième impact qui est quand même pas le moindre, c'est un impact prix, parce que le PET recyclé aujourd'hui c'est plus cher que le PET standard, et donc Fidel Fio a fait le choix de réduire sa marge pour pouvoir proposer ces produits qui sont plus responsables. Et ça, clairement, c'est vrai que sans un engagement de la direction à aller dans ce sens-là, c'est pas possible. Voilà, donc vraiment un engagement et qui nous permet aujourd'hui, voilà, d'être plus responsable et de proposer à nos clients des solutions accessibles, de ne pas remettre toute la responsabilité du choix sur leurs épaules. Nous, on prend notre part aussi en tant qu'acteur responsable. Et le directeur financier était d'accord pour réduire les marges ? Oui. C'est facile de le convaincre ? Oui, la direction est pas mal. Oui. Ok. D'autres exemples, Céline, si tu veux. Alors nous, chez Soulet, on a sorti toute une gamme de produits qu'on a appelé Objectif Nature. Alors on a eu deux problématiques. En fait, on devait répondre à une volonté du consommateur d'avoir un produit plus enclin avec la nature. Il voulait vraiment avoir quelque chose qui soit ancré dans son jardin, avec beaucoup moins de plastique, effectivement. Donc on est venu avoir une balançoire, que vous avez certainement tous dans vos jardins, mais avec des agrès non plus en plastique, mais en bois. C'est-à-dire le siège sur lequel on s'assoit. Les sièges sont en bois. Le siège bébé, qui est normé et un produit très compliqué à travailler à cause de ça, on l'a transformé avec une structure en bois. Et la partie toboggan, elle est faite à partir de plastique recyclé. Alors, c'est bête, mais d'un point de vue consommateur aussi, c'est parfois quelques freins. Le plastique recyclé n'a pas la même couleur. On est très limité sur ce genre de choses. Et il faut bien évidemment l'expliquer. Et tout le côté pédagogie est extrêmement important. En plus, nous, sur des produits comme cela, on n'est pas exposé en magasin. On n'a pas de packaging autour de ces produits. Vous achetez une balançoire, c'est une énorme palette que vous recevez chez vous. Donc les outils, comme forcément Internet, les réseaux sociaux, etc., sont primordiaux pour nous pour aller tout expliquer, cette pédagogie autour de ce changement dans l'éco-conception. D'accord. Très bien. On reviendra sur la complexité de tout ça. Mouna, un petit exemple pour l'Endopolis. On a réussi en quelques semaines. Rappelle l'Endopolis. L'Endopolis, c'est la plateforme qui permet d'investir dans des énergies renouvelables et toucher à un rendement attractif. C'est une source de diversification de son investissement.
Et on a réussi en quelques semaines à placer 5 millions d'euros dans des usines de méthanisation. Et donc du coup, on a longtemps fait l'éolien et le photovoltaïque. Et depuis début 2022, on s'est lancé avec succès dans le biogaz. Et du coup, c'est transformer un déchet en énergie. Et c'est vraiment au cœur de ce qu'on a envie de faire dans ces problématiques d'économie d'énergie et de se désensibiliser au gaz tout court et au pétrole. Et ensuite, côté microdons, on va lancer cette année la monétisation de jours de congé déposés sur un CET qui permet encore une fois de maximiser l'impact des salariés au profit d'associations en lien avec les engagements de l'entreprise. Voilà, on a plein de nouveaux produits qui vont sortir en 2022, mais je vous donne en avant-première celui-là. D'accord. Question, on en a parlé aussi par rapport aux clients, aux consommateurs. J'ai l'impression que c'est parfois un petit peu compliqué. C'est-à-dire que le client, il dit « je veux ça » et il a une notion de ce qui est bien et de ce qui est mal, d'un point de vue responsabilité, durabilité, éthique, etc. Mais en même temps, vous dites qu'il faut lui apprendre les choses, parce qu'il y a de la pédagogie à faire, ce que je veux bien croire, parce que c'est des produits quand même relativement complexes. Tu me disais, quand on a préparé cette réunion l'autre jour, que la poutre de la balançoire, entre la faire carrée ou ronde, fallait expliquer pourquoi on la faisait plus ronde, mais qu'on la faisait carrée. Donc finalement, j'ai l'impression que votre travail, c'est à la fois d'écouter le consommateur, mais d'enlever, de balayer un petit peu tout ce qui est ses croyances, et d'aller aussi de faire preuve de pédagogie auprès de lui. C'est vrai ou pas? Comment ça se traduit en fait? Tu peux parler de l'exemple de la poutre peut-être? Oui, c'est vrai que alors, le côté pédagogique, il est primordial et il est vraiment pas si évident. Typiquement, le produit qui est le bois, lorsque vous le mettez dans votre jardin, il est obligé, d'un point de vue résistance, de subir certains traitements, alors, ce qu'on appelle l'autoclave. Alors l'autoclave, c'est un mot qui est assez difficile pour le commun des mortels à comprendre. Et on a besoin de l'expliquer parce que le consommateur arrivé dans les rayons va voir un bois qui est parfois un peu vert. Et là, il va se dire, mais c'est pas possible, mon bois est pourri. Pas du tout, madame. Au contraire, c'est un gage de durabilité et de bonne performance du produit, justement. Et tout ça, on se doit de le traduire, de vulgariser. C'est vraiment notre métier. Et on doit le faire sur différentes familles au quotidien. L'exemple, effectivement, chez Soulet, donc pour les balançoires, on a retravaillé le design de la structure en elle-même, simplement pour économiser aussi de la matière bois, pour être encore une fois acteur engagé et responsable vis-à-vis du bois, qui connaît en ce moment aussi une pénurie qui est quand même très très importante et que vous viviez tous au quotidien. Donc voilà, on réfléchit à tout ça. L'éco-conception produit, c'est vraiment devenu quelque chose de primordial. C'est le socle pour une entreprise comme la nôtre, en tant qu'industriel. Ok. Mouna, Mathilde, si vous voulez... Oui, en fait, ça s'apprend. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça a été dit ce matin, il faut déconstruire, il faut réapprendre, avec beaucoup d'humilité, de transparence et de volonté de transformer dans la durée. Et donc, du coup, il y a tout à réinventer. Ça a été évoqué, la filière achat, la filière marketing, la filière commerciale. Tout ça est à transformer. Et donc, du coup, il y a besoin de beaucoup de pédagogie et de formation. Et c'est pour ça qu'on s'est adjoint cette nouvelle entité qui s'appelle YouMatter. Et puis après, vis-à-vis des marques, à la fois KissKissBankBank et à la fois Goodid, on accompagne les marques à dire sur votre... Dans votre démarche publicitaire ou dans vos campagnes d'animation commerciale ou autre, réinventer des démarches marketing qui créent des écosystèmes. Je donne un exemple avec Naturalia. On a lancé une plateforme qui s'appelle KissKissBioBio. Et en fait, on lance un appel à projet, on source des créateurs de produits responsables et on va lancer ces campagnes sur KissKiss. Naturalia va abonder et il y aura un corner dans les boutiques Naturalia qui auront été sourcées par le biais du crowdfunding. Et là, ça permet de sourcer sur l'ensemble du territoire des initiatives de porteurs de projets, de personnalités qui ont envie de réinventer des produits du quotidien, de bien-être, de consommation. Et Naturalia a reconduit l'opération KissKissBioBio avec nous et on en est ravis. Et en fait, l'idée a été co-construite avec eux. On est parti de leurs problématiques, de ce que l'on sait faire et on a inventé
cet appel à projet ensemble. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Coalition d'intérêts. Voilà, des coalitions, c'est un des 17 objectifs de développement durable. Et j'avoue que c'est celui que j'adore, parce que c'est l'idée de faire ensemble, quoi. On fait tous un pas de côté, on se réinvente collectivement. Merci, Mouna. Mathilde? Oui, alors de notre côté, pour l'emballage, c'est évidemment des produits qui sont très techniques. Il nous faut aussi expliquer aux clients et aux commerciaux pourquoi on ne va pas dans certaines directions, comme par exemple des emballages qui peuvent être considérés comme compostables, mais on ne le dit pas, ils sont compostables industriellement. Donc en fait, pas compostables en France parce qu'il n'y a pas de filière de compostage pour les emballages compostables industriellement. Pourquoi est-ce qu'on a pris la décision aussi de ne pas forcément aller beaucoup sur le biosourcé, les plastiques biosourcés, j'entends, et aussi une notion réglementaire qui, sur l'emballage, pointe le bout de son nez depuis quelques années. On doit expliquer en fait à nos clients quels sont les enjeux derrière tous les aspects réglementaires, où est-ce qu'il faut aller, quelles sont leurs obligations, quelles sont nos obligations, et ça c'est vraiment important parce que la majeure partie de nos clients sont des petites entreprises qui n'ont pas forcément des services juridiques ou des gens spécifiques pour s'occuper de ça. Donc ça fait partie aussi de notre rôle de prêcher la bonne parole et d'expliquer la réglementation. Merci Mathilde, merci toutes les trois. Autre question, c'est, on a vu que c'était très collectif dans l'entreprise et tout le monde est concerné. Est-ce que le marketing a un rôle particulier? Quel est son rôle en fait dans l'entreprise par rapport à tout ce qui est RSE et tout ce qui est durable, responsable? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un rôle particulier? Celui, je ne sais pas, d'entraîner, d'écouter, qui veut parler? Il a un rôle central. Central, Le top du top, c'est d'avoir un dirigeant qui est marketeur dans l'âme. Parce que du coup, ça permet de fusionner les deux intérêts et ça permet d'embarquer toute l'entreprise avec ce levier-là d'efficacité. Ouais. Mieux vaut un dirigeant marketeur qu'un dirigeant financier, c'est ça que tu es en train de dire? En tout cas, en général, maintenant, les bonnes gouvernances, on dissocie le président du DG et on construit des directoires. Et donc, du coup, ça permet d'avoir plusieurs têtes et plusieurs savoir-faire. La finance est clé aussi, parce que faut pas se leurrer. Le marketing responsable et les produits responsables, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est aussi de la R&D et donc du coup c'est de l'investissement. Il faut que ça se répercute sur un surplus responsable et donc du coup c'est plus cher et si c'est plus cher, c'est pour qu'il y ait un modèle économique rentable et une pérennité d'entreprise. Et ça aussi le consommateur, il faut qu'il l'accepte et honnêtement les études montrent que comme son premier besoin, vous avez vu, c'est la sécurité, la qualité du produit. Si le produit est bon et responsable, le consommateur, il l'achète. Mais si on a des visions court-termistes, on ne pourra pas assurer la pérennité de l'entreprise et donc le produit va disparaître parce qu'il n'a pas été pensé dans une continuité. La finance, c'est clé aussi. Ah oui. Céline, tu es directrice marketing ou... Oui, je suis complètement en adéquation avec ce que vient de dire. Toute l'entreprise doit être tournée autour de ça, à chaque niveau. C'est-à-dire que même, j'ai envie de dire, le transport, la log, la qualité des appros, tout le monde, on doit tous être concernés par cet enjeu. On doit avoir une vision qui est claire et aussi drivée par donc, nos présidents, fondateurs, dirigeants. Voilà, et ça doit être... Une vision qui est partagée et diffusée dans toute l'entreprise. Il faut vraiment qu'on soit tous ralliés parce que si un maillon ne vient à ne pas être cohérent, c'est toute la chaîne finalement qui s'effondre. Et la partie finance, effectivement, est très importante. L'innovation, on sait tous que c'est le moteur de toutes les marques. Et encore plus quand on est sur des sujets de durabilité, puisqu'on a inventé ce que le consommateur voudra demain. Donc, il faut l'anticiper, il faut le réfléchir, il faut le tester. On disait tout à l'heure, il vaut mieux faire mieux avec un petit échantillon que tout de suite sur très gros. Et ça, c'est la clé du succès, c'est certain. Tu veux ajouter quelque chose sur le rôle du marketing? Rien à ajouter, je pense que tout est dit. Alors, dans le marketing, il y a aussi réinventer le récit. Réinventer le récit. On raconte une nouvelle histoire de la marque et on le fait dans la durée avec la sincérité qui
qui a été évoqué. Et en vrai, les consommateurs, qu'on est tous citoyens, on a besoin d'être réenchantés par la marque, parce que le contexte est compliqué, parce qu'on sait qu'on doit absolument consommer différemment, et en même temps, c'est compliqué, parce que le passage à l'acte n'est pas si facile. Et donc, du coup, les études le montrent, le consommateur attend des marques qu'elles fassent ce pas et qu'elles l'accompagnent. Voilà. Un accompagnement sincère. Florence montrait tout à l'heure une slide très intéressante en disant les gens préfèrent finalement de petites entreprises qui montrent effectivement beaucoup de transparence et beaucoup d'engagement, plutôt que malheureusement de plus en plus toutes ces grosses boîtes qui nous ont un peu noyés depuis une vingtaine d'années avec beaucoup de promesses, beaucoup de labels, beaucoup de choses, dans lesquelles le consommateur est finalement perdu, puisque maintenant sur un produit on peut retrouver 5-6 labels qui finalement n'ont plus vraiment de signification. Donc le côté transparence, ouvrir ses portes, expliquer à chaque étape, ça c'est vraiment le maître mot. Lise Ambar, je fais juste une parenthèse, nous rappelle que c'est pas simple parce que le passif est quand même là au niveau du marketing, de la communication, et c'est pas quelque chose qui peut se faire, cette confiance, réinstaller cette confiance, ça demande du travail. Voilà. Mathilde. Moi, j'ajouterais un mot dans le domaine de l'emballage, et notamment de l'emballage plastique, qui est quand même le gros de notre marché. Ce qui est vraiment important, c'est d'avancer en toute sincérité et en toute humilité. Parce que notre démarche, on sait, hein, c'est une démarche qui est un petit peu difficile à engager, et on ne veut surtout pas qu'on ait l'impression que ça puisse être du greenwashing. C'est une vraie volonté, et on sait qu'on n'est pas parfait. On sait qu'on a encore des efforts à faire, mais on essaye d'y aller. Et voilà. Et cette démarche-là, elle a aussi une transformation sur l'offre en général. Par exemple, moi, je me suis battue pour qu'on ait une marque qui s'appelle Ecosphère, qui regroupe tous les emballages qui sont plus durables, que en fait, tous les emballages qui soient mis dans cette catégorie soient des emballages qui soient 100% recyclables. Ce n'était pas forcément le cas au départ. Je dis, moi, on ne peut pas faire une marque qui s'appelle Ecosphère et qui ne rentre pas dans l'économie circulaire. Et après, deuxième pas, petit pas, grand pas, je dis, en fait, pour être en toute logique, si on veut vraiment repositionner l'entreprise, il faudrait, dans la mesure du possible, techniquement, que tous les emballages qu'on référence et que tous les emballages qu'on a déjà aujourd'hui dans notre offre soient également recyclables. Ça veut dire rappeler tous les fournisseurs, certains emballages qui sont noirs contiennent du noir de carbone et empêchent au plastique d'être identifié sur les chaînes de tri. Donc, demander la modification des colorants, qui a bien sûr un impact coût, éviter certaines couleurs aussi, éviter certains emballages qui ne sont pas monomatériaux, parce qu'aujourd'hui ne sont recyclés quasiment que les monomatériaux. Donc tous les emballages qui sont en plastique composés de différentes couches ne passent pas là-dedans, ou éventuellement aussi les pompes doseuses, vous savez, pour les crèmes qui contiennent des ressorts en métal ne peuvent pas être recyclés. Donc on essaye de tendre vers des emballages qui soient 100% recyclables aussi sur le reste de notre offre. Il y a des défis techniques sur, par exemple, des bouchons avec des joints. On sait que ça va être très compliqué. Mais voilà, on avance dans cette direction aussi. Il faut du courage donc pour faire du marketing responsable. Il faut de la ténacité, il faut de la longueur de vue. Ouais, en fait, on utilise un wording à la Banque Postale, c'est la transition juste, c'est-à-dire minimiser les impacts négatifs, maximiser les impacts positifs. Et dans cette période de transition, en fait, c'est une période longue, 5-10 ans, où en fait, il faut accepter de transformer des produits d'aujourd'hui dont on n'est pas complètement satisfait, et en fait, investir et inventer les produits de demain pour lesquels on sera complètement satisfait. C'est une courbe en U, il faut avoir cette lucidité-là et le partager avec les clients et le consommateur. Et sur le plastique, pour certains besoins, il est absolument nécessaire aujourd'hui en attendant d'avoir trouvé quelque chose de mieux. Mais le plastique qu'on utilise parce que c'est nécessaire aujourd'hui, on peut réinventer des choses. Et sur KissKiss, on a financé des projets, notamment à l'occasion de la Paris Design Week, où en fait des designers ont utilisé des déchets plastiques revalorisés pour faire des tables, des lampes. Ici à Lille, on accompagne des appels à projets autour des vêtements, en fait, de la mode et de la mode responsable. Et donc du coup, il y a plein de choses qu'on peut faire maintenant sur la base de plastique, et on peut faire des vêtements. Donc ça, il faut en avoir conscience, en fait.
participer, s'informer pour que, en fait, on se réenchante, voilà, qu'on se réenchante collectivement. La période est difficile, la prise de conscience, elle est très dure une fois qu'on l'a complètement intégrée. Et donc, du coup, il faut avoir cette vision à long terme. Chaque pas compte. Est-ce qu'il y a aussi des projets qui échouent? Vous avez vu des choses en disant tiens, on y croyait et ça n'a pas marché. Vous avez peut-être ou pas des exemples à donner là-dessus ou des directions, des fausses pistes, c'est arrivé. Je l'appelle, oui. Ouais. Nous, on veille beaucoup sur les emballages qui rentrent sur le marché. On s'est beaucoup intéressé à la bouteille en carton. La bouteille en carton, oui. Ouais, la bouteille en carton, on a étudié un petit peu sous toutes ses coutures et ce fut une fausse bonne idée. Ah oui. Parce que la bouteille en carton a quand même une poche en plastique à l'intérieur. Alors le plastique est moins lourd, certes, mais au final l'emballage est quand même plus lourd en tenant compte du carton et en plus elle est produite aux États-Unis. Donc plus de matière, plus de distance. Finalement, c'est pas forcément une bonne idée, donc on a laissé tomber. Okay. Et en plus, grosse déception pour le consommateur qui pense acheter une bouteille en carton et qui en fait se rend compte qu'il y a une poche plastique, il a l'impression d'avoir été roulé dans la farine. Donc non. La crédibilité, c'est important, c'est pas un exemple KissKissBank Co, mais un exemple à la Banque Postale, puisque j'étais à la direction marketing quelques années avant. Oui. On voulait absolument créer une carte recyclée, en fait, carte bancaire recyclée. Et au moment où on a fait toute l'analyse du schéma de durabilité de la carte, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on travaille d'abord sur les NPAI avant de penser à créer un produit plastique recyclable. Les NPAI les courriers qui ne sont pas réceptionnés, n'habitent pas à l'adresse indiquée. Oui. Voilà. Et donc, parce que ça avait un impact plus important sur la chaîne de valeur que le plastique. Et surtout, à l'époque, il y a 10 ans maintenant, c'est moins vrai aujourd'hui, mais il n'y avait pas de filière de revalorisation totale du plastique. Il y avait l'histoire de la puce, il y avait l'histoire du petit plastique dessus. Et en fait, on n'avait pas trouvé une chaîne qui nous permette d'éviter une usine à gaz. Donc du coup, on a mis le dossier dans un tiroir, mais maintenant, il est en capacité de ressortir. Et pour citer une autre marque, la Banque Postale, j'ai vu pas plus tard qu'avant-hier sur la devanture d'une agence Société Générale qui annonçait que sa carte était recyclée à 80 ou 90%. Une fois encore, la sincérité de dire on a fait un premier kilomètre, mais on n'a pas été au bout du chemin et donc du coup, on progresse, quoi. Ouais, c'est intéressant. D'autres exemples, non. Moi, une question aussi, c'est par rapport aux collaborateurs. Est-ce que ces projets, finalement, grâce à ces projets, ça insuffle une envie, un dynamisme collectif? Est-ce que on parlait d'alignement, je crois que c'est Florence qui en parlait tout à l'heure, d'alignement des valeurs de chacun. Est-ce que finalement, des projets comme ça permet aux collaborateurs d'aligner la valeur, ce que je suis dans la vie, ce que je suis dans le travail, et ce que mon entreprise est? Alors, moi, je dirais que déjà, ne serait-ce que par le recrutement. Nous, quand on travaille sur des produits comme les nôtres, clairement, il faut être quand même un amoureux de la nature. Il faut avoir une conscience forcément responsable. Et on ne peut pas travailler dans ces milieux-là si on n'est pas profondément touché par la cause, je dirais. Mais c'est vraiment à toute l'entreprise de se tourner, mais à tout niveau, que ce soit les locaux, la gestion des déchets, l'eau, enfin tout ce qui touche finalement à ces différentes matières naturelles, ou notre responsabilité dans l'entreprise. Elle doit l'être, oui, à chaque instant. À partir du moment où on passe la porte de l'entreprise, tout doit être cohérent. Si vous êtes une boîte comme la nôtre qui travaillons des matières naturelles comme le bois et qu'on a une boîte remplie de plastique de partout, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment qu'on cultive, c'est une culture d'entreprise, une culture d'homme à chaque niveau. C'est essentiel. Et tous les acteurs de l'entreprise aujourd'hui ont conscience de notre volonté d'aller dans ce sens. Et
tous, au moindre niveau, y participent. Par exemple, des petits challenges comme venir à vélo, des challenges de ramasser les déchets dans la nature. Enfin, voilà, ce genre de choses, on les met en place de façon collective. Et c'est par ces petites, oui, je dirais ces petites actions où on arrive aussi à rassembler les gens. Parce qu'effectivement, si c'est qu'au niveau du produit ou qu'au niveau du marketing, bon, ça, encore une fois, ça fait un bel effet, mais ça retombe très vite. Oui, nous, on n'a pas de mal à recruter hein, sur les valeurs. J'imagine. On a pas mal de candidats et des candidats très, très engagés. Et de toute façon, ce qui se fait à l'intérieur doit se voir à l'extérieur. Et donc, la pierre angulaire de la réussite de nos projets et de notre projet stratégique, il est porté par les collaborateurs. Et ça, l'alignement entre le sens et leur engagement et même leur productivité. Hein. Les collaborateurs, on est une petite équipe, sont très productifs parce qu'ils sont alignés entre ce qu'on propose d'un point de vue social, sociétal et environnemental et ce qu'on fait à l'intérieur, quoi. Et en sens inverse, il y a plus de turnover dans des boîtes qui sont moins alignées sur des problématiques sociales, sociétales et environnementales, et puis des volontés en fait de bouger plus rapidement, quoi. Et ça, la génération qui arrive, hein, 25-35, ils sont très cash là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent claquer la porte assez rapidement et on voit tout ce qui s'est passé aux États-Unis, là, où la grande démission fait partie de ces problématiques-là aussi. Hein. Tout à fait. Mathilde? Alors sur notre marché, c'est évidemment une problématique qui est relativement centrale, hein, parce que l'emballage plastique aujourd'hui, au premier abord, ça ne fait pas rêver les candidats. Pointer du doigt, Ni oui. même des fois les collaborateurs, j'avoue. Oui. Voilà, mais effectivement, le fait de pouvoir avoir l'opportunité de participer à la transformation du marché, à trouver des nouvelles solutions et aussi des nouveaux modèles économiques, parce que voilà, on en est là aujourd'hui. C'est un vrai challenge et donc voilà, la question est de se dire aujourd'hui, est-ce que j'accepte de rentrer dans cette industrie qui ne me fait pas forcément rêver et est-ce que je décide de la pointer du doigt ou est-ce que j'y rentre et est-ce que j'essaye de changer les choses parce que c'est vraiment aujourd'hui quelque chose d'important, l'emballage. Et bon, voilà, moi j'ai décidé de rester justement parce que y a ces nouveaux challenges qui m'intéressent et qui vont faire avancer un petit peu la cause. Ok. Je vais vous demander de réfléchir à un petit mot de conclusion parce que l'heure tourne et je sais qu'il y a des impératifs derrière. Réfléchir à un petit mot de conclusion. Proposer également. J'ai vu que tu étais là, Florence, qui est intervenue tout à l'heure. Si tu veux ajouter quelque chose, tu veux interpeller les personnes de la table ronde, n'hésite pas. Il y a un micro qui est là. Attends, je vais le faire passer. Et en attendant, voilà, je te laisse. Hein, j'espère que je ne te prends pas au dépourvu. Non, merci beaucoup parce que c'est très intéressant d'avoir des témoignages du concret, du réel, de votre vécu. Et on voit à quel point c'est complexe. Dès qu'on tire un fil, voilà, il y a un effet domino derrière et que vous devez vivre cette complexité au quotidien. Ce qui me questionne, c'est vous êtes beaucoup dans l'expérimentation, évidemment, parce que tout s'invente là au quotidien. Est-ce que vous auriez des conseils à donner sur une erreur à ne pas faire? Ouais. La cathédrale, il faut éviter la cathédrale. Il faut commencer petit et que ça marche pour justement ensuite effet concentrique. Ça, les cathédrales, c'était les façons de faire d'avant, très ingénieurs. Là, c'est aussi la richesse des profils qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise. Et il faut mixer les équipes. Il faut un ingénieur parce qu'il est carré, mais il faut aussi un littéraire parce qu'il est poétique. Il faut un marketeur ou un commercial parce qu'il sait vendre. Et c'est bien des équipes avec la pluralité de leur savoir-faire qui créent la qualité du POC. C'est une autre façon de gérer les projets finalement par rapport à avant. Oui. Bonne remarque.
Oui, bah, la transversalité, c'est sûr qu'elle est essentielle. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, mais le fait de travailler en silo, ça n'existe plus. Enfin, ça n'existe plus. Non. Malheureusement, si, ça existe encore. Trop souvent, oui. Trop souvent. Mais il faut vraiment changer cette façon de travailler et de vraiment remettre l'utilisateur au cœur de la pensée. Et tous ensemble, on se rassemble autour de lui et on repense différemment. Et après, peut-être une deuxième chose aussi. Donc moi, j'ai eu la chance de me faire accompagner par Florence. L'accompagnement, on pense savoir beaucoup de choses, hein, mais sur les notions de marketing durable, justement, c'est un sujet qui est tellement compliqué, tellement vaste, sur lequel on peut s'engouffrer très très vite. Il faut vraiment se faire accompagner d'experts pour nous aider à remettre un petit peu le sens sur chaque chose et sur chaque projet et délimiter aussi les contours. Oui. Encore une fois, le système de cathédrale, il est très vrai. Prenons petit, faisons déjà très bien sur petit et ensuite on déploie. Mais, Et pas tout seul, se faire accompagner. Ah ouais, complètement. Moi, Mathilde. je dirais de rester humble. D'accord, oui. Voilà. Oui. On essaye d'avoir une démarche responsable, mais on n'est pas parfait. On essaye de s'améliorer, on sait ce qui ne va pas encore, on sait le chemin qui nous reste à parcourir. Et voilà. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de difficile aussi au quotidien, Oui. puisque maintenant, forcément, avec les réseaux sociaux et tous les autres médias, même si on a envie de tenter, même si une petite marque aujourd'hui a envie de tenter, on peut vite se faire bâcher. Donc c'est là où cette notion aussi d'accompagnement, elle est importante. L'humilité est important, oui. Sur le mot de la fin, on l'a pas. Donc, j'insiste sur l'impact, hein, parce qu'en fait, ça doit être le curseur et le driver de chaque entreprise, à mon sens. Et puis, on a longtemps parlé autour des produits responsables, de produits bas carbone, low carbone, zéro carbone, neutralité carbone, tout ça. Bon, si vous regardez, vous creusez un peu, il y a pas mal de greenwashing dedans. Mais anyway, de toute façon, moins de carbone sera toujours mieux que trop de carbone. Bon, il y a un documentaire d'ailleurs sur Arte qui passe sur l'histoire du carbone et qui dit qu'on en a eu quand même besoin du carbone. Donc, muscler nos connaissances sur ce sujet est en soi intéressant. Mais ce que je voulais dire en mot de la fin, c'est qu'en fait, on n'en est plus à la neutralité carbone. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, au-delà du collectif marketing responsable de la DTM. Et en fait, on en est à travailler sur l'économie régénérative. Et donc, du coup, se dire, et c'est pour ça que je disais, il faut réinventer les récits et réenchanter, c'est comment une entreprise peut avoir un impact positif sur le monde et sur la société, d'où le mot-clé impact. Et la régénération, et je trouve que c'est un très joli nouveau récit à travailler, à documenter, parce que du coup, ça embarque plus de monde. Parce que embarquer des équipes pour dire faut faire moins carboné, déjà dire moins, ça embarque pas. Alors que si on leur dit imaginez et réinventer autour de la régénération, bah, en soi, ça crée un appel d'air beaucoup plus exaltant et plus réenchanteur. Voilà, je finis par cette Mouna. petite note de poésie. Merci. Qui veut conclure aussi? Vous avez un dernier petit mot? Non, c'est bon. Ok, bon, on va arrêter là. Je pense que ça ouvrait bien la discussion. Je pense que vous avez compris ce matin et vous avez vu à quel point c'était à la fois enthousiasmant, complexe, voire compliqué, qu'il fallait de l'énergie. C'était à la fois, on nous demande d'aller vite parce qu'il faut aller vite, on en est conscient. En même temps, on dit tous que c'est une course de fond pour transformer. Donc toute cette complexité-là, elle est extrêmement intéressante. On va dans une bonne direction. J'ai l'impression en tout cas que les entreprises vont dans une bonne direction. J'ai l'impression qu'on n'en est plus au moment où il faut convaincre les entreprises d'y aller. Beaucoup d'entreprises le sont. Celles qui ne le sont pas aujourd'hui, c'est un peu triste pour eux, mais c'est peut-être un peu trop tard. Donc merci pour vos témoignages. Je voudrais juste rappeler en conclusion, avant d'applaudir nos intervenantes, que le collectif responsable de la DTM était très heureux de présenter cette séquence marketing. Il y avait plusieurs personnes du collectif, mais aussi d'autres, bien entendu, dans cette conférence. Si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, par les travaux qu'on fait, n'hésitez pas à aller voir le site de la DTM responsable. On sera heureux de discuter avec vous et d'accueillir des nouvelles personnes.